Bonjour à toutes et tous. Ravi d'être avec vous cet après-midi dans le cadre du salon BIG de la BPI. On va donc passer un moment pour parler du statut de la micro-entreprise et de la possibilité par l'intermédiaire de ce statut de lancer son entreprise. On a donc un temps de présentation. J'essaierai d'être relativement bref et concis. Ensuite, vous aurez le loisir au long donc, de ma présentation. Et ensuite, à la fin, on gardera du temps pour pouvoir répondre à vos questions dans la mesure où peut-être je n'aurai pas, par les éléments que je vais vous présenter, pu déjà y répondre. En deux mots, donc peut-être de présentation, je m'appelle Bruno Gauthier, je travaille dans une association nationale qui s'appelle l'ADI. J'ai des fonctions au siège de cette structure comme responsable des équipes qui travaillent au développement des services, des offres qu'on propose donc, aux entrepreneurs et qui visent donc, à développer des partenariats pour faciliter l'accès à nos services. Je vais essayer en quelques slides de vous présenter les grandes caractéristiques de ce statut de la micro-entreprise qui est un statut qui a pris une ampleur assez certaine ces dernières années encore une fois essayer de répondre aux questions que vous pouvez vous poser. Alors ces questions, elles sont assez nombreuses potentiellement, j'en ai listé un certain nombre ici qui peut-être justifie votre présence parmi nous cet après-midi et auxquelles j'espère encore une fois pouvoir répondre. On pourra revenir plus dans le détail peut-être sur certains points si vous le souhaitez juste après. Ce statut, je le disais juste avant, il a pris aujourd'hui une ampleur assez significative. Il existe depuis un peu plus d'une dizaine d'années déjà et représente la grande majorité des entreprises nouvellement créées chaque année avec, on le verra après, un élément essentiel en termes de caractéristiques, c'est qu'il est d'une grande simplicité et qui donc permet très facilement de se lancer, tester son activité, voire la développer de façon durable. Peut-être quelques chiffres juste à titre un peu introductif. L'année dernière, en 2020, on a quasiment vu en France 850 000 nouvelles entreprises nouvellement créées. C'était pour une année 2020 un petit peu compliquée, une progression assez significative. Parmi ces presque 850 000 entreprises, on avait près de 550 000 nouvelles micro-entreprises, avec donc dans le stock des entreprises aujourd'hui en France, plus de 1 500 000 micro-entrepreneurs, ce qui traduit donc bien l'engouement que ce statut aujourd'hui présente. Alors, c'est quoi les principales caractéristiques de ce statut qu'est-ce qu'il faut retenir principalement? Je le disais juste avant, sa caractéristique première, c'est la simplicité. Pour autant, il y a un certain nombre de caractéristiques que je vais vous présenter. Alors, en premier lieu, le statut de micro-entreprise, c'est un statut, un régime fiscal et social, c'est-à-dire que c'est un cadre qui permet d'exercer une entreprise, une activité indépendante, qui s'applique principalement aux entreprises individuelles, qui peut aussi être utilisé avec des statuts un peu alternatifs comme le URL ou le URL. Mais il est encore une fois très adapté aux activités exercées à titre unipersonnel quand on lance son entreprise en tant que chef de sa propre activité en quelque sorte. Les caractéristiques sont principalement en fait en termes de taille de l'activité. Ce statut il est accessible pour les entreprises qui ne dépassent pas un certain seuil de chiffre d'affaires. 176 200 pour les activités du commerce ou du négoce, 72 600 € pour les activités plutôt du domaine de l'artisanat et des prestations de services. Et en fait, ce qui fait sa caractéristique en termes de simplicité, c'est que les charges sociales
que l'entrepreneur va devoir payer au titre de sa protection sociale, au titre de sa couverture maladie, retraite future, sont calculés de façon forfaitaire sur la base du chiffre d'affaires effectivement déclaré chaque mois ou chaque trimestre auprès d'un organisme unique aujourd'hui qui est l'URSSAF. Donc là, je vous ai mis les taux qui sont appliqués en fonction de la catégorie ou le type d'entreprise que vous mettez en œuvre, avec les taux de cotisation sociale si vous bénéficiez d'une exonération partielle au titre de l'ACRE et si vous n'en bénéficiez pas, par exemple, au titre de votre deuxième ou troisième année. Ça, c'est pour ce qui concerne la partie sociale. Et pour ce qui concerne les impôts, puisque en tant que chef d'entreprise, vous allez potentiellement générer du revenu et que, au même titre que les revenus d'une activité salariée, par exemple, sont assujettis à l'impôt sur le revenu, en tant que chef d'entreprise, votre revenu dégagé par votre micro-entreprise va faire l'objet d'un calcul de l'impôt qui est également relativement simplifié avec des systèmes en fait d'abattement forfaitaire sur votre chiffre d'affaires qui va déterminer le revenu de base dégagé par votre entreprise et que vous allez ensuite donc déclarer dans le cadre de votre revenu annuel d'impôt sur lequel ensuite le service des impôts va calculer l'impôt sur le revenu au même titre que les autres types de revenus du travail comme par exemple les revenus salariés. Donc vous faites votre déclaration annuelle à la fin de l'année sur la base du chiffre d'affaires annuel réalisé dans le cadre de votre micro-entreprise et sur cette base-là, votre impôt est calculé et puis vous le réglez mensuellement ou trimestriellement l'année suivante. Alors, un autre élément vraiment important qui caractérise ce statut et qui, encore une fois, va dans le sens d'une grande simplicité, c'est que les micro-entreprises ne sont pas assujetties à la TVA pour la grande majorité d'entre elles et dans la mesure où leur activité ne dépasse pas certains seuils. Alors, ce n'est pas les seuils que je vous ai présentés juste avant, puisque pour chaque caractéristique, que ce soit les charges sociales, l'impôt ou l'assujettissement à la TVA, les seuils sont différents, mais l'esprit est le même. Et donc, si vous ne dépassez pas, par exemple, en tant que commerçant, un chiffre d'affaires de 85 000 euros, vous n'aurez pas à payer de la TVA sur votre chiffre d'affaires. Et donc, vous avez un mode de gestion qui est tout à fait simplifié de ce point de vue-là. Autre caractéristique importante qui qualifie la simplicité de ce régime, c'est le fait que vous n'avez pas à tenir une comptabilité complète et complexe et que vous pouvez simplement tenir un registre de recettes-dépenses, comme on l'appelle. Vous allez donc enregistrer vos encaissements, vous allez enregistrer les dépenses que vous avez effectivement effectuées, ce qui va vous permettre, en tant que chef d'entreprise, de suivre le déroulement de votre activité, mesurer votre rentabilité. Mais dans la mesure où les calculs des impôts et des charges sociales est fait forfaitairement sur la base de votre chiffre d'affaires, cette comptabilité, elle a plutôt vocation à vous donner des outils pour pouvoir piloter plutôt que déterminer les charges et les impôts que vous avez à payer, comme je viens juste de le dire avant. Autre élément de simplicité, c'est que en tant que micro-entrepreneur, vous n'avez pas à ouvrir et à avoir un compte bancaire professionnel dédié. Si votre chiffre d'affaires dépasse 10 000 euros, vous avez uniquement à dédier un compte classique pour pouvoir loger vos recettes et vos dépenses, qui va vous faciliter aussi la vie du point de vue de votre gestion, mais vous n'avez pas à ouvrir auprès d'une banque un compte professionnel qui souvent génère des charges, des frais de gestion. Et donc ça, c'est aussi un élément assez important à prendre en compte. Alors bon, là, je vous ai présenté les éléments un peu les plus caractéristiques de ce statut, qui fait d'ailleurs, encore une fois, son succès. J'ai repris après quelques éléments un peu plus quand même de détails sur les inconvénients et les avantages de ce régime, parce qu'il a évidemment beaucoup d'avantages, mais c'est important d'en connaître un peu les principaux inconvénients pour s'assurer qu'il est bien adapté à votre projet et à vos ambitions. Alors, la conséquence du point précédent dont je vous parlais juste avant en lien avec la TVA, c'est que
n'étant pas assujettis à la TVA, si vous avez, par exemple, pour lancer votre activité, d'importants investissements réalisés, vous ne pourrez pas récupérer la partie de la TVA que vous allez payer en faisant ces investissements. Donc ça peut être des sommes assez conséquentes si votre activité nécessite des investissements lourds. C'est quelque chose d'important à prendre en compte. Si vous avez dans votre modèle d'affaires des clients qui sont principalement des entreprises, le fait de ne pas être assujetti à la TVA peut aussi poser des difficultés parce que les entreprises, quand elles achètent des services ou des biens, elles sont habituées à récupérer cette TVA. Et donc, acheter des services à des personnes qui sont en statut micro-entrepreneur n'est pas toujours quelque chose qui leur convient très bien. Tout dépend beaucoup, effectivement, des niveaux de chiffre d'affaires que vous aurez à réaliser avec ce type de clientèle. Par ailleurs, si vous ambitionnez de changer de statut dans un délai relativement proche, le changement de statut de micro-entreprise à EURL, voire un statut en société est possible évidemment, mais présente certaines complexités d'ordre administratif. Donc c'est important à prendre en compte au moment où vous en lancerez et où vous aurez à choisir votre statut, de bien prendre en compte ces éléments-là, et en particulier, donc, comme je disais, de voir un petit peu dans quel délai vous vous projetez et pour combien de temps ce statut est adapté pour vous. Partant du principe qu'il peut être très adapté pour tester et lancer son activité, mais il peut aussi être très adapté de façon très durable, et qu'aujourd'hui, parmi les centaines de milliers de micro-entrepreneurs qui exercent en France, un grand nombre d'entre eux sont micro-entrepreneurs depuis plusieurs années et le resteront durablement. L'autre élément un peu caractéristique en termes d'inconvénients, c'est que la couverture sociale des micro-entrepreneurs ou la couverture sociale associée au régime des micro-entrepreneurs est un tout petit peu moins attractif que la couverture sociale auquel peut bénéficier un chef d'entreprise qui, par exemple, est gérant salarié d'une SARL. Et que par ailleurs, si vous souhaitez compléter votre couverture sociale par la souscription de contrats complémentaires pour la santé, la retraite, ou souscrire des contrats de protection du chef d'entreprise, vous avez évidemment tout à fait la possibilité de le faire, mais en tant que micro-entrepreneur, vous ne pourrez pas déduire ces dépenses de vos charges d'activité, puisque, comme je disais juste avant, les charges sont calculées de façon forfaitaire, et donc vous n'aurez pas d'incitation fiscale, en quelque sorte, à souscrire ce type de contrat pour compléter votre protection sur la base du régime général. Donc ça, c'est les éléments principaux d'inconvénients. J'ai essayé de les rassembler pour ceux qui ont le plus d'impact. Et en face, il y a un certain nombre d'avantages dont j'ai déjà un petit peu parlé, mais qui vaut le coup, je pense, de rappeler. On a parlé de la simplicité dans la gestion quotidienne de la micro-entreprise. C'est une évidence. Il y a aussi la simplicité d'accès au statut, la simplicité à l'immatriculation, le fait que les procédures d'immatriculation sont très allégées et que les coûts associés à cette immatriculation sont quasi nuls, voire gratuits, pour peu que vous fassiez la démarche par vous-même. À l'inverse, si vous créez une société, vous aurez possiblement des frais pour élaborer vos statuts et ensuite pour immatriculer votre société. La gestion ultra simplifiée, j'en ai déjà parlé, donc je ne vais pas revenir dessus, mais le fait qu'il y ait cette gestion simplifiée, ça a aussi des conséquences positives en quelque sorte sur la limitation des frais de gestion au quotidien que peut générer votre entreprise. Puisque vous n'avez pas à tenir de comptabilité, vous n'aurez pas à payer de prestations, par exemple, auprès d'un cabinet d'experts comptables pour tenir votre comptabilité. Et ça peut avoir un impact évidemment important. Le mode de fonctionnement de la micro-entreprise qui vous amène en fait à payer sur une base mensuelle, voire trimestrielle, vos charges sociales, a aussi un impact positif du point de vue de la gestion de votre trésorerie, parce que vous savez à peu près toujours où vous en êtes, des charges que vous avez à payer, et donc votre trésorerie est un peu plus facile à gérer, sachant qu'à l'inverse, si vous avez des statuts où vos charges sociales sont calculées sur la base du bénéfice effectif de votre entreprise qui est calculé à la fin de l'année, vous payez vos charges sociales l'année N+1, voire parfois des régularisations en année N+2, et donc beaucoup plus de complexité, je dirais, dans la gestion de votre trésorerie d'entreprise.
Pour les personnes qui sont au chômage et qui veulent créer leur entreprise, ce statut il est aussi très compatible avec les différents dispositifs en termes de maintien des allocations de retour à l'emploi ou des accès aux aides de type exonération de charges sociales comme l'ACRE. Il y a assez peu de limitations du point de vue de la typologie des activités qui peuvent être exercées en statut de micro-entreprise. La plus grande majorité des activités peuvent l'être, sauf quelques activités réglementées dans le domaine des prestations de services en libéral ou des activités réglementées dans le domaine de la santé, par exemple. C'est assez facile d'exercer en tant que micro-entrepreneur en ayant une activité salariée complémentaire, du fait de la simplicité du régime que j'ai présenté juste avant. Et puisqu'il arrive aussi qu'après avoir créé une entreprise, on doive à un moment donné l'arrêter, soit pour redémarrer un autre projet, soit pour entamer un autre projet professionnel comme salarié par exemple, ou parce que le projet n'est pas aussi fructueux qu'on l'imaginait. L'intérêt de ce statut, c'est qu'il est aussi assez simple et facile du point de vue administratif de pouvoir faire une cessation et le cas échéant de redémarrer sur un autre projet comme je viens de le dire juste avant. Donc voilà un peu les points forts et potentiellement les éléments un peu de limite de ce statut. Encore une fois, si vous êtes amené à poser des questions dans le chat, on pourra revenir sur ces éléments-là avec un peu plus de détails juste après. Alors dans la présentation, je vous ai mis un certain nombre de ressources utiles qui proviennent principalement du site de l'ADI, ce qui me permet peut-être en 2 mots de vous présenter un tout petit peu l'ADI, puisque je ne l'ai pas fait en introduction. L'ADI est une association, donc je disais, qui intervient partout en France et en Outre-mer. Notre principale mission, c'est de faciliter l'accès à l'entrepreneuriat pour le plus grand nombre, ou pour tous ceux qui le souhaitent, en particulier les personnes qui n'ont pas forcément un accès facile au financement bancaire, les personnes qui n'ont pas forcément un réseau personnel très étendu. Et on propose en fait aux porteurs de projets qui veulent se lancer des services d'accompagnement, de formation gratuits. On propose un accès à du financement. On est une sorte de banque associative qui a la possibilité de prêter jusqu'à 10 ou 12 000 euros à des personnes comme ça qui se lancent. Et associé à ce financement, pendant les premières années après la création, on est présent auprès des micro-entrepreneurs dans la mise en place de leur gestion quotidienne, dans leur réflexion pour développer leur activité, augmenter leur rentabilité. On a donc comme ça la possibilité d'apporter des services dans la durée. Je disais, on est une association. Donc, on est à la fois donc, des salariés dédiés à ce métier, puis plusieurs milliers de personnes bénévoles qui, à nos côtés, viennent apporter des conseils à des entrepreneurs. Et donc, vous pouvez nous trouver un peu partout en métropole et dans les Outre-mer, comme je disais un peu précédemment. Donc, les éléments que je vous ai présentés là peuvent être repris et retrouvés sur le site de l'ADI. Donc des informations un peu générales sur le statut de la micro-entreprise. On a un petit outil qui peut aider au cheminement et à la réflexion sur le choix de son statut qui est assez utile et très pratique. Des informations sur le régime et le calcul des cotisations sociales, un certain nombre d'infos pratiques sur les bases un petit peu de la tenue de compte quand on est micro-entrepreneur, et puis des éléments en lien avec la fiscalité et le paiement des impôts, comme je le disais juste avant. Voilà, je vous ai mis également dans la présentation un certain nombre de points ou de points d'accès à nos services pour pouvoir, si vous le souhaitez, entrer en contact avec mes collègues dans le réseau. On a une plateforme téléphonique qui vous répondra gratuitement au téléphone, des agences un peu partout en France à votre disposition. Et donc, toutes les équipes de l'ADI sont là pour vous accompagner, donc n'hésitez pas à nous solliciter. Voilà, sur ce, j'avais dit que j'essaierais de ne pas être trop long, donc ça nous laisse du temps pour répondre à vos questions.
D'accord, d'accord, très bien. Donc les questions arrivent, je vais les reprendre. Alors, j'ai Sylvain. Bonjour Sylvain. Donc Sylvain posait une question. Si je passe de la micro-entreprise à une SASU, puis-je bénéficier à la création de cette dernière des avantages de la primo-création, comme les exonérations de CFE, etc. Alors, c'est une bonne question. Voilà, Pardon. il faudrait Ah oui, reprendre la pardon. Donc question. je reprends la question, excusez-moi. Donc la question de Sylvain était de savoir si, après avoir créé une micro-entreprise et en ayant après donc fait une cessation, dans la perspective de la création d'une SASU, il pouvait de nouveau bénéficier des exonérations, en particulier des exonérations de CFE. Alors, je suis désolé parce que la première question, elle est assez pointue. Je ne suis pas certain, en fait. Tout dépend, je pense, du laps de temps, en fait, qui s'écoule entre la création, cessation de la micro-entreprise et la création de la structure suivante. Et je pense que ça dépend aussi de la localisation, de votre localisation, puisqu'en fait, les règles d'exonération de la CFE sont différentes selon le territoire dans lequel vous habitez. Et donc, sous réserve de confirmation, je pense que le délai entre les deux créations est de 3 ans, mais je pourrais vérifier et peut-être, si j'ai les coordonnées de Sylvain, lui répondre directement. Alors, on a Delphine qui demande pourquoi choisir la micro-entreprise contre la SASU. Bah, oui, alors je pense que c'est pour partie lié aux éléments de présentation sur les avantages et les inconvénients de la micro-entreprise. La question, pardon, je suis désolé, je la reprends, était de savoir pourquoi et selon quels critères, en quelque sorte, il était préférable de choisir un statut de micro-entrepreneur versus le statut de SASU. Et donc, je vais commencer à répondre. Le point essentiel pour moi, effectivement, est lié aux caractéristiques de la micro-entreprise. Et donc, premièrement, au fait que vous êtes exonéré de TVA. Et donc, c'est un statut qui est très adapté si vous avez peu d'investissements au démarrage. Et donc, à l'inverse, si vous avez des investissements importants et que vous avez intérêt à récupérer la TVA au moment où vous créez votre entreprise, un statut de société, même à associé unique, sera préférable. Et ensuite, tout dépend aussi un peu de la structure de vos charges. Et dans la mesure où vous avez une activité qui génère un chiffre d'affaires assez conséquent, même si la rentabilité peut-être est moindre, avec des niveaux de charges importants, il sera sans doute préférable d'avoir un statut de SASU plutôt que de micro-entreprise, puisque potentiellement, le statut de micro-entreprise pourrait un petit peu surestimer votre bénéfice et les impôts que vous auriez à payer, quoi. Donc en fait, c'est très lié à la caractéristique de l'activité que vous allez mettre en œuvre, et difficile de répondre de façon générique à cette question. Mais c'est bien ce prisme-là qu'il faut prendre en compte dans la réflexion et dans le choix. Alors, on a une question d'Adela. À quel moment doit-on changer d'une micro-entreprise à une SASU ou une URL? Alors la question d'Adela concerne là pour le coup le moment où il est opportun ou nécessaire en fait de changer d'un statut à l'autre. En fait, le moment, il est très lié au chiffre d'affaires que vous réalisez et au moment où vous allez potentiellement dépasser le seuil de chiffre d'affaires que je vous ai présenté en introduction, 176 000 euros ou 72 000 euros selon la nature de votre activité. Si vous dépassez ce seuil, vous avez une tolérance la première année et ensuite vous devez changer de statut. Et en fait, c'est ça qui va être un peu l'élément déterminant dans le passage de l'un à l'autre, quoi. Alors, j'ai une question d'Audrey. En cas de dépassement du seuil de la TVA, que faut-il faire? Alors, une question d'Audrey sur le dépassement du seuil de la TVA. Donc là, c'est la même chose. En fait, il y a une tolérance sur la première année. Et donc, vous avez donc une exonération de la TVA sous les seuils que je vous ai présentés juste avant. Si vous les dépassez une année, vous pouvez rester en exonération de TVA, mais ensuite, vous devez automatiquement soit rester donc au régime de la micro-entreprise, mais avec un assujettissement à la TVA, soit changer de statut et passer en EURL ou en SASU, par exemple. Alors, on a une question de Johanna. Est-ce que je peux tester mon activité avant de m'immatriculer sous un statut? Alors, Johanna pose une question sur la possibilité de tester son activité avant de s'immatriculer et avant d'opter pour le statut de la micro-entreprise.
À cette question, la réponse est plutôt négative, dans le sens où il n'est pas aujourd'hui possible en France d'exercer une activité non déclarée, mais on est dans le cadre là de l'économie informelle, ou de l'économie au noir, entre guillemets, comme on a l'habitude de le dénommer. Après, il existe néanmoins des dispositifs qui vous permettent de pouvoir tester votre activité, mais dans un cadre formel et qui peut effectivement vous laisser un peu plus de temps, de poser un certain nombre de bases. Et en particulier, vous pouvez vous rapprocher des couveuses d'entreprise, hein, dont c'est la principale vocation, et qui donc permettent à des personnes qui exercent à titre indépendant de bénéficier d'un cadre et qui va vous permettre en fait d'être temporairement salarié d'une structure tout en exerçant votre activité indépendante. Donc ça peut être une bonne solution si vous pensez nécessaire comme ça d'avoir une sorte de SaaS en quelque sorte pour pouvoir tester pratiquement votre activité avant de vous lancer en tant que micro-entrepreneur ou entrepreneur individuel en tant que tel. Alors, la question de Kémy concerne la protection sociale des micro-entrepreneurs versus la protection sociale des salariés. Elle est un peu limitée, du moins elle est d'ampleur un peu moindre, principalement pour ce qui concerne le régime de la retraite et le régime de la prévoyance. Aujourd'hui, pour ce qui est de la couverture sociale du régime général, couverture santé, les choses sont assez similaires. Il y a eu des écarts dans le passé qui ont été assez largement rétablis. Pour autant, en tant que micro-entrepreneur, pour votre couverture santé, vous aurez besoin, si vous souhaitez avoir une couverture complète, vous aurez besoin de la nécessité de souscrire une complémentaire santé, au même titre que si vous êtes salarié, même si ce n'est pas vous qui payez directement, votre employeur paye une couverture santé pour vous en faire bénéficier. Mais encore une fois, les écarts de couverture concernent principalement la retraite et la prévoyance. Et donc, vous avez la possibilité, en tant que micro-entrepreneur, de compléter ce que vous payez au titre du régime général. Mais c'est sur ces points-là que les écarts sont les plus significatifs et à prendre en considération. Alors la question d'Asia concerne, je la reprends, est-ce que le statut de micro-entreprise est forcément toujours associé à un statut d'entreprise individuelle ? Alors je l'ai dit peut-être rapidement au début de la présentation, ce n'est pas exclusif des entreprises individuelles et il est également possible d'être sous le statut social et fiscal de la micro-entreprise en étant en EIRL ou en EURL. Mais c'est vrai que il est beaucoup plus adapté aux personnes qui exercent dans le cadre d'un statut d'entrepreneur individuel ou d'entreprise unipersonnelle. Mais encore une fois, il n'est pas exclusif de ce statut. Donc Apolline pose la question de savoir, quand on change de statut, s'il s'agit en fait de la création d'une nouvelle structure. Et à cette question, la réponse est positive parce qu'effectivement, pour changer de statut, il est nécessaire au préalable de procéder à la cessation et à la fermeture de l'entreprise individuelle pour ensuite effectuer la création d'une nouvelle activité. Donc ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est un des inconvénients. Évidemment, c'est possible. Évidemment, il est assez fréquent que ces changements soient opérés. Mais du point de vue administratif, les process sont pas forcément très compliqués, mais ils sont multiples et donc il faut savoir les prendre dans l'ordre. Et bien souvent, il est nécessaire quand même de se faire accompagner pour que les choses se passent dans les meilleures conditions. Alors justement, c'était la suite de la question d'Apolline. On peut passer d'une société unipersonnelle à une structure de société facilement. Est-ce qu'on peut passer facilement d'une structure ? Alors la question d'Apolline, c'était sa deuxième question, c'était de savoir si c'était
plus facile de passer d'une structure unipersonnelle à une société. Et là, pareil, la réponse est plutôt dans l'affirmative, c'est-à-dire que si vous créez initialement dans le cadre d'une EIRL ou d'une URL, il sera plus facile ensuite de la transformer en société type SARL, par exemple, en associant d'autres parties prenantes à votre activité, que si vous avez démarré en micro-entreprise et qu'ensuite vous souhaitez passer en statut de société. Et donc, pour finir la question d'Apolline, est-ce que c'est intéressant et dans quel cas de figure? Je dirais que tout dépend vraiment de la perspective de votre projet d'entreprise. C'est-à-dire que si vous démarrez une activité en ayant durablement comme projet de travailler seul ou avec un salarié, voire plusieurs salariés, parce que je n'en ai pas parlé, mais il est évidemment possible en tant que micro-entrepreneur d'avoir des salariés. Bon, pour autant, si vous souhaitez vous projeter assez vite dans une activité qui va mobiliser des parties prenantes, type d'autres associés, et que vous voulez avoir une entreprise qui intègre à son capital d'autres acteurs que votre seule personne, il est sans doute préférable de réfléchir dès le démarrage à une société unipersonnelle de type URL ou EIRL, ou voire démarrer tout de suite en société en essayant d'intégrer ces parties prenantes. Mais encore une fois, il y a des très très grand nombre d'entrepreneurs qui se projettent et qui démarrent une activité en étant dans une perspective unipersonnelle de façon très durable. Et dans ces cas-là, le statut de micro-entrepreneur est tout à fait adapté. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il est plébiscité par un très grand nombre de personnes. Alors là, j'ai un cas pratique, c'est celui d'Alexandre. Il développe un produit innovant avec un besoin de financement important. Pour augmenter sa capacité de financement, il va lancer son site e-commerce et commercialiser sous sa marque des produits complémentaires à celui qu'il développe. Est-ce que vous lui conseillez de commencer avec le site e-commerce en micro-entreprise avant de passer en SASU et de passer en SASU finalement au moment de la production de son produit innovant? Alors, une question cas pratique d'Alexandre. J'espère avoir à peu près l'ensemble des éléments. Donc Alexandre projette de créer un produit innovant qui potentiellement va mobiliser des financements importants une fois que ce produit sera finalisé et prêt à être mis sur le marché, c'est ça? Et la question qu'il se pose est de savoir s'il a intérêt ou s'il est pertinent pour lui. En attendant, il va ouvrir un site de e-commerce pour augmenter sa capacité de financement. D'accord. Ouvrir en micro au début et passer en Donc, SASU. la question qu'Alexandre se pose, c'est de savoir si, en attendant que ce produit innovant soit prêt à être mis sur le marché, si dans le cadre d'un site de e-commerce, il a intérêt à créer une entreprise plutôt comme micro-entrepreneur ou plutôt en tant que SASU. Bon, c'est pas facile de répondre à la question parce que tout dépend évidemment d'une part du produit concerné, d'autre part des besoins de financement que ce produit va nécessiter pour être mis sur le marché. Mais ce qui est sûr, c'est que ces besoins de financement vont nécessiter des apports de financement extérieurs, par exemple d'investisseurs. Il est peut-être préférable d'avoir dès le démarrage, on va dire l'infrastructure en termes de statut qui lui permettra d'associer des personnes à son entreprise. Et donc, c'est sans doute pas, je pense, le statut de micro-entrepreneur qui est le plus adapté. À l'inverse, s'il s'agit pour lui d'exercer une activité un peu annexe en quelque sorte, qui va lui permettre de générer une capacité de financement pour démarrer un nouveau projet ensuite, pourquoi pas? Là, pour le coup, ça peut être très adapté d'avoir une micro-entreprise, avoir un site de e-commerce, développer une activité qui va générer un certain nombre de ressources et développer ses capacités de fonds propres. Et ensuite, sur cette base-là, créer une société qui lui permettra, avec des actionnaires, de pouvoir se lancer sur son projet avec ce produit très innovant, semble-t-il. Et c'est tout le bien qu'on lui souhaite, dans tous les cas. Alors, on a une question d'Antoine. Le conjoint peut-il assister le micro-entrepreneur dans son activité? Et quel serait alors son statut? Alors, le statut des conjoints
est en fait un peu déconnecté du régime fiscal et social de la micro-entreprise. Et dans la mesure où l'entrepreneur est entrepreneur individuel, son conjoint peut tout à fait exercer une activité régulière au sein de l'entreprise et à ce titre-là être déclaré comme conjoint collaborateur avec à ce titre des cotisations associées et une couverture sociale associée, quoi. On a Florence qui demande comment protège-t-on son patrimoine personnel dans le cas d'une micro-entreprise? Alors, Florence pose la question de savoir comment on peut protéger son patrimoine personnel dans le cadre d'une création de micro-entreprise. Alors, aujourd'hui, c'est une des caractéristiques du statut et ça va sans doute être amené à changer. Mais aujourd'hui, c'est une des caractéristiques, encore une fois, pas tant de la micro-entreprise que du statut d'entrepreneur individuel, c'est qu'il n'y a pas de distinction entre le patrimoine de l'entreprise et le patrimoine de l'entrepreneur. Et donc, la protection du patrimoine de l'entrepreneur n'est pas forcément l'élément principal à rechercher si vous optez pour ce statut. Si votre patrimoine a de la valeur, et il en a toujours, et si vous pensez que potentiellement votre activité pourrait le mettre en risque, il est préférable sans doute d'opter pour un statut qui va vous permettre une certaine différenciation entre les investissements que vous allez faire pour votre activité et votre situation personnelle. Alors je disais que les choses peuvent changer parce que dans les mesures qui sont tout à fait récentes là, et annoncées par le gouvernement pour optimiser justement le statut des entrepreneurs individuels, il est prévu de pouvoir beaucoup plus facilement distinguer les deux et de pouvoir attribuer en quelque sorte à l'entreprise un patrimoine ou du moins des actifs dédiés et de pouvoir les dissocier du patrimoine préalable que le chef d'entreprise avait au moment de la création. Et donc il est probable que dans le courant de l'année 2022 ou début 2023, ces choses-là soient beaucoup plus claires et posent moins de difficultés pour les gens qui ont du patrimoine potentiellement à préserver dans le cadre d'un projet d'entreprise. On a encore une question d'Apolline. Oui, Apolline a une autre question, donc elle est bienvenue. Y a-t-il des statuts privilégiés dans le cadre d'une demande de financement? Alors, la question d'Apolline concerne le statut ou les statuts les plus privilégiés si vous vous projetez dans le cadre d'une demande de financement. Alors, à cette question, les réponses sont en fait multiples et de divers ordres parce qu'en fait, tout dépend des besoins, du montant des besoins de financement et puis surtout, tout dépend aussi des structures auprès desquelles vous allez démarcher pour couvrir ces besoins. Si ces besoins sont limités et si vous devez les couvrir, par exemple, par l'accès à un crédit, que ce soit auprès d'une banque ou d'un organisme comme l'ADI, il n'y a pas du tout de difficulté particulière à opter pour un statut d'entrepreneur individuel. Il y a des centaines de milliers d'entrepreneurs aujourd'hui, commerçants, artisans, qui exercent sous ce statut et qui, à la création et puis surtout ensuite dans la durée, accèdent à des financements auprès des banques et auprès d'organismes comme l'ADI. Nous, à l'ADI, c'est plus de 60-70% des emprunteurs ou des personnes qu'on accompagne qui optent pour ce statut, ça ne pose pas de difficulté. Mais à l'inverse, si vos besoins de financement nécessitent que vous fassiez appel à des investisseurs, donc des gens qui vont apporter du capital ou qui vont vous apporter des fonds sous forme de crédit à moyen long terme, des apports en compte courant par exemple, vous serez là contraint d'avoir un statut d'entreprise qui vous permettra de les accueillir en tant qu'actionnaire en quelque sorte, quoi. Et là, pour le coup, il faudra plutôt privilégier un statut sous forme de société. Alors, Brian, il y a une question qui consiste à savoir si, en tant que salarié, on a une obligation d'informer son employeur dans la mesure où on crée une micro-entreprise et dans la mesure où cette micro-entreprise n'est pas, je comprends, en concurrence directe avec l'activité de son employeur. Là, je vous dirais qu'en fait, il n'y a pas de règle, je pense, strictement légale. Et tout dépend beaucoup, en fait, des accords qui sont pris et des dispositions dans chacune des entreprises. Il y a un certain nombre d'entreprises qui vont effectivement demander à ce que vous le déclariez, que ce soit transparent. D'autres qui, je pense, l'obligeront pas.
évidemment, si c'est en concurrence directe, là pour le coup, c'est très souvent, même systématiquement, une de vos clauses de votre contrat de travail. Mais ensuite, je pense que c'est très variable d'une entreprise à l'autre, donc difficile d'apporter une réponse systématique. Voilà. Une question de Delphine. Une question de Delphine. En cas d'obtention d'aide en tant que micro-entreprise, doit-on respecter un délai avant de pouvoir changer de statut vers une SASU? Donc la question de Delphine concerne de potentielles obligations en tant que créateur d'entreprise qui bénéficieraient d'un certain nombre d'aides, pour savoir si, après avoir bénéficié de ces aides, il est obligatoire de rester micro-entrepreneur dans une durée déterminée avant de changer de statut, par exemple. Alors, de ce point de vue-là, alors, je suis désolé parce que là, c'est encore une fois un peu mon seuil de compétence que vous avez touché du doigt. Je ne suis pas sûr, surtout dans la perspective où vous créez une entreprise nouvelle. Ce qui est certain, par contre, c'est que si vous bénéficiez une fois des aides, comme je disais tout à l'heure, vous n'en bénéficierez pas forcément immédiatement si vous créez une entreprise dans des délais qui sont trop courts ou si vos droits ne sont pas à nouveau générés. C'est vrai en particulier des aides type exonération de charges au titre de l'ACRE ou du maintien de vos allocations de retour à l'emploi si vous en avez. Évidemment, si vous avez épuisé vos droits, de fait, vous n'aurez pas la possibilité d'accéder à nouveau de ces aides. Il y a un certain nombre d'aides des collectivités locales, par exemple certaines régions qui ont mis en place des dispositifs pour aider à la création d'entreprises. Là, chaque collectivité locale a aussi ses règles. Je sais par exemple qu'en Rhône-Alpes, je crois, il y a un dispositif de ce type-là qui existe et on peut n'en bénéficier que tous les 3 ou 4 ans, je crois. Et donc là, si vous aviez à changer de statut dans un délai inférieur à ce délai, vous n'y auriez pas droit une deuxième fois. Alors, on n'a plus de questions. Peut-être que vous voulez revenir sur un point. D'accord. Non. Alors, on a répondu à toutes les questions. Il nous reste un peu moins de 5 minutes sur cette masterclass. Est-ce que vous êtes sur les critères Oui. On me suggère une question sur les critères d'obtention des financements de l'ADI. Donc, je disais juste avant, l'ADI a la possibilité de financer des personnes qui créent ou qui développent leur activité avec des montants maximum de 10 ou 12 000 euros. Nos critères sont finalement principalement basés sur la capacité de la personne à mettre en œuvre son projet, sur son parcours, sur sa situation au moment où elle démarre et sur la cohérence en quelque sorte entre son envie d'entreprendre et son expérience passée, son parcours et sa situation. Évidemment, on prend du temps aussi avec les gens pour se projeter, comprendre comment cette activité va se mettre en œuvre, quels sont les atouts et les faiblesses au moment de la création, puisqu'on a tous des forces et des faiblesses, même avec le meilleur des projets. On travaille à voir comment ces faiblesses peuvent être maîtrisées et comment les atouts peuvent être exploités au mieux. Et c'est sur cette base-là, finalement, que les décisions sont prises. On veille à faire en sorte que les montants empruntés soient en adéquation avec les capacités de remboursement des gens, parce que on ne sait jamais très bien, une fois que l'entreprise va démarrer, quelle va être en quelque sorte sa capacité à monter en charge progressivement. On sait que c'est progressif, c'est normal, et donc on veille à ça et on est dans un dialogue avec les gens pour s'assurer que les montants qui devront être remboursés chaque mois soient bien adaptés à la situation de la personne concernée. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions complémentaires ou non. Écoutez. Alors donc en guise de conclusion, pour répondre à la question qui était le thème de cette masterclass, est-ce que la micro-entreprise est un outil de test ou un outil pour durablement développer son entreprise? À cette question, moi je répondrais plutôt finalement les deux, parce que on l'a vu, c'est un statut qui est très simple, facile d'accès, peu coûteux et donc accessible au plus grand nombre dans de bonnes conditions. Même si le changement d'un statut à un autre est peut-être
un peu compliqué, mais encore une fois, je ne veux pas vous effrayer, hein, il est tout à fait maîtrisable. Il est aussi tout à fait adapté pour, de façon très durable, exercer une activité à titre individuel, comme commerçant, artisan, et c'est ce que, encore une fois, de très nombreuses personnes font au quotidien. Et donc, à cette question, je dirais, il est adapté dans les deux cas, et lancez-vous, faites-vous accompagner, et puis vous trouverez les réponses adaptées pour vous aider dans les meilleures conditions, durablement comme micro-entrepreneur ou, si nécessaire, pour changer de statut. Voilà, je vous remercie pour votre attention, pour votre participation, et je vous souhaite une bonne fin de journée et plein de succès dans vos projets futurs. Au revoir.